Donc, bienvenue à cette présentation des nouveautés de la nouvelle version FME 2022 dans le cadre du World Tour. Probablement que cette année, ça va être la dernière présentation virtuelle. On va pouvoir reprendre comme il y a 3 ans, probablement l'année prochaine, on l'espère. Donc, pour démarrer, on peut se présenter. Donc, dans mon cas à moi, je m'appelle François Lagagnère. Je suis un des associés chez Concertec et puis je suis responsable du développement d'affaires. Et puis, la personne qui va faire la présentation pour vous aujourd'hui, ce matin, c'est mon collègue Théo. Donc, bonjour Théo. Bonjour à tous, merci François pour l'introduction. Comme François l'a dit, moi c'est Théo Drogo. Je suis expert conseil au sein de Concertec depuis maintenant 1 an. Également certifié FME Desktop et FME Serveur. Donc voilà, on utilise pas mal tous les outils produits par Safe Software dans notre quotidien. Et donc, comme François l'a bien mentionné, c'est moi qui vais être en charge de vous présenter les nouveautés, présenter les nouveaux outils, etc. de la nouvelle version. Et puis, c'est ça pour le déroulement de la rencontre d'aujourd'hui. De la façon que ça va se passer, c'est que vous allez pouvoir, dans le fond, moi, je vais gérer le volet de la section questions et réponses. Donc, vous pourrez poser vos questions dans cette section-là. Et puis, je vais juger, dans le fond, si les réponses, dans le fond, si je dois poser les questions immédiatement à Théo ou si on attend la fin de la présentation là, pour être certain que, dans le fond, qu'on puisse garder le rythme, qu'on puisse respecter le temps qu'on a d'allouer pour la présentation. Mais clairement, à la limite, soit les réponses vont être lancées à la fin, clairement, puis il va y avoir un retour, ça c'est certain. Donc, vous pouvez interagir avec nous. Et puis, très brièvement, étant donné que je suis un gars de développement d'affaires, je vais au moins quand même vous rappeler qui nous sommes, Concertec. On a un petit peu changé depuis 1 an et demi. Donc, avant, tous les gens, quand on rencontrait les gens, ils disaient « Ah oui, Concertec, c'est vrai, vous êtes FME ou vous êtes les gens d'FME. » Oui, c'est toujours vrai. On travaille, on est partenaire de Safe Software depuis maintenant 1999. Oups. C'est toi, Théo? Le petit bip, oui, ça se peut. Désolé. OK. Désolé. Donc, comme je disais, c'est ça. Oui, on est toujours un partenaire Safe Software depuis 1999. Ça fait maintenant 22 ans. Mais en plus de ça, c'est quand même important de rappeler qu'on est des consultants en géomatique. Et puis, on est nouvellement, ça fait 1 an et quelques maintenant qu'on est partenaire officiel Esri. Donc, on est capable d'aider, dans le fond, nos clients à résoudre leurs défis et ou à réaliser des projets de type géomatique dans l'environnement ArcGIS avec ou sans FME. Donc, c'est vraiment là, l'offre de service, je dirais, un petit peu améliorée de Concertec là, depuis quelques années aussi. Là. C'est pas mal tout sur le petit pitch de vente pour aujourd'hui. Bon, super. Donc, je vais prendre le relais. Donc, à quoi s'attendre aujourd'hui? Donc, comme vous le savez, ça ne va pas être une surprise. On va parler principalement des nouveautés de FME 2022, tant sur le plan d'FME Desktop que sur le plan d'FME Serveur. Donc, avant de se lancer vraiment dans tout ce qui est détails plus ou moins techniques, on va faire un bref retour sur l'évolution d'FME durant les dernières années. On va également après se focuser, donc on va plus rentrer dans les détails techniques du logiciel FME Desktop. Donc, qu'est-ce qui a changé tant sur le point des outils que sur le point de l'interface visuelle, etc. Une fois que cette section-là aurait été présentée, je vais vous faire une petite démonstration de quelques outils. Nous parlerons ensuite de tout ce qui est performance. Donc, vous verrez que FME, la compagnie, le manufacturier au final, Safe Software, a vraiment mis l'emphase sur la performance, la vitesse, la rapidité d'exécution des traitements dans sa nouvelle version de 2022. Donc, on va en discuter. On va également ensuite revenir un petit peu sur les transformers, quels sont les nouveaux transformers, quels sont ceux qui ont changé, etc. Puis ensuite, on va plus se focaliser sur la partie FME Server parce qu'il n'y a pas eu d'oublier cette année. FME Server a lui aussi eu son lot de petits changements. Donc, nous pourrons parler de ça. Puis enfin, on aura aussi une petite démonstration à ce niveau-là. Et on terminera ensuite avec quelques petits bonus, donc des choses bonnes à savoir, etc. Puis, bien entendu, ce n'est pas mentionné ici, mais on finira par une période de questions, comme François l'a mentionné précédemment. Donc, si vous êtes prêts, on va commencer tout de suite avec l'évolution d'FME durant les dernières années. Donc,
Sans rentrer dans les détails, petite parenthèse historique, FME a été en fait, Safe Software a bâti FME en 1993, si je ne dis pas de bêtises, dans le contexte où au final, il y avait un besoin d'échange de données cartographiques entre des compagnies forestières et des entités gouvernementales. Donc dans ce contexte d'échange de données cartographiques, il y avait beaucoup de processus manuels, c'était fastidieux, c'était long, etc. Donc FME a vu une opportunité de marché pour s'intégrer là-dedans, pour au final optimiser le transfert de données spatiales et cartographiques. C'est ainsi que ici, si on le regarde, ce petit diagramme, on voit qu'aux alentours de 95, en 1993 pour être exact, on commence vraiment avec la donnée GIS, donc des systèmes d'information géographique, etc. Puis vient tout ce qui est dessin assisté par ordinateur, la donnée CAD, la donnée tabulaire, la donnée hébergée sur des bases de données, etc. Puis de fil en aiguille, on voit que FME ne se sépare pas de tout l'aspect géospatial, mais agrandit son offre de services, entre guillemets, en intégrant des données tridimensionnelles, des données matricielles, telles que les données raster, des données BIM, etc. Puis après, on voit encore un autre changement autour de 2010, où tout en suivant l'ère du temps et en suivant l'évolution de l'informatique, la compagnie s'attelle à fournir des outils pour communiquer avec le cloud, avec les données LIDAR, avec le big data, etc. Jusqu'à arriver sur les dernières années à tout ce qui est BI, donc l'intelligence d'affaires, la réalité augmentée, l'apprentissage machine, l'intelligence artificielle, la donnée en temps réel, etc. Donc aujourd'hui, en étant très franc et sincère avec vous, généralement pour tout ce qui est apprentissage machine, etc., FME n'est pas encore un grand pilier dans le monde des technologies. Cependant, il s'y intéresse et on voit que de plus en plus, nous avons accès à des outils qui nous permettent de traiter ce genre de données. Une petite parenthèse aussi sur le temps réel, qui est le dernier ajouté à ce diagramme. Donc, le temps réel, on voit maintenant qu'avec certains outils, avec les processus de notification, avec les automatisations, etc., on voit qu'il est possible, avec FME, de procéder à des traitements en temps réel ou en quasi temps réel, ce qu'on appelle le near real time. Donc, tout ça, c'est de plus en plus pris en charge. Donc, vous voyez bien l'évolution. Et voilà. Encore une fois, dans le contexte de l'évolution d'FME, je voulais juste faire un petit rappel sur quels sont les outils, quels sont les produits fournis par la compagnie Safe Software. Donc, les produits se déclinent en quatre sous-catégories, entre guillemets. Deux d'entre elles sont vraiment principales. FME Desktop et FME Server sont les joueurs clés, enfin sont les produits les plus utilisés. Mais on a aussi l'aspect FME Cloud et FME Mobile, dont on ne va pas vraiment se préoccuper aujourd'hui. C'est pas vraiment le but de la présentation, n'est pas de vous présenter les outils, mais bien vous présenter les nouveautés. Et c'est pour ça qu'on va vraiment se focaliser sur les outils qui sont les plus utilisés. Donc FME Desktop, l'outil que vous connaissez certainement tous, qui vous permet de créer, d'exécuter des tâches, donc les fameuses choses qu'on appelle les workspaces. Ensuite, sa version plus Enterprise, FME Server, qui nous permet d'automatiser les processus, que ce soit sur une base hebdomadaire, avec des tâches planifiées, ou que ce soit sur des processus qui sont déclenchés par une action externe. Donc, FME Server est cette version qui a trait à l'automatisation. Et maintenant, sans rentrer dans les détails, nous avons aussi une offre FME Cloud, qui vous permet au final d'utiliser les services de FME Server sur des bases de données, sur un serveur distant. Donc, pour les termes techniques, FME Cloud est hébergé sur les serveurs de Amazon Web Services et c'est une plateforme Linux qui roule, à distance. Donc, ça vous apporte des avantages d'utiliser le cloud, mais aussi certaines fois des inconvénients, étant donné que c'est monté sur une machine Linux, etc. Mais on ne veut pas, comme je l'ai mentionné, on ne veut pas rentrer dans le détail, c'est juste pour vous mentionner que cela existe et qu'il est possible de l'utiliser. Dernière petite chose, FME Mobile. Donc ici, on parle d'une application mobile qui vous permet d'envoyer des données à une machine FME Server. Donc, c'est une application mobile gratuite qui vous permet, par exemple, de prendre des images, des photos ou d'envoyer de la donnée, un fichier Excel ou peu importe, quoi que ce soit, tout vers FME Server afin de consommer la donnée avec des processus automatisés. Donc, maintenant que nous avons un peu introduit FME et son évolution, on arrive à une nouvelle version, FME 2022, qui est sortie très récemment
Pour ceux d'entre vous qui sont abonnés au newsletter de Safe Software, vous avez vu normalement que le 3 mai 2022, la version officielle est sortie. Donc, c'est une version qui apporte son lot de changements, tant sur le plan des options, des fonctionnalités, que sur le plan de la performance. Ça apporte aussi certains correctifs au niveau de la sécurité, au niveau de plusieurs petites choses. Donc, encore une fois, pour ceux et celles d'entre eux qui sont habitués à la compagnie, vous aurez vu que la compagnie aime bien utiliser toujours des petits emblèmes, des petits logos et toujours une certaine thématique chaque année. Donc, si vous en rappelez, l'année dernière, c'était le fameux lézard qui était dans son hamac et on vous disait qu'avec FME, vous serez relax et vos données seront traitées en toute quiétude. Mais aujourd'hui, cette année, l'emblème est une voiture de course. Ça a été inspiré de Gran Turismo, les fameuses courses de rallye. Donc, pourquoi la voiture aujourd'hui? C'est encore une fois pour tout ce qui a trait à la performance. Donc, ici, on parle de vitesse, on parle d'accélération et vraiment la compagnie veut vous mettre à la place du conducteur pour faire voyager vos données le plus efficacement possible, le plus rapidement possible et dans les meilleures conditions, en bref. Donc, soyez pas étonnés maintenant à chaque fois que vous allez ouvrir vos logiciels, notamment FME Desktop, que vous verrez cette petite voiture rouge apparaître. Donc maintenant, cela n'aura plus de secret pour vous et vous comprendrez d'où est tirée cette inspiration, ou du moins ce thème. Donc, maintenant, au niveau de la version 2022. Donc ici, on parle des principales avancées. Je le répète encore, on parle juste de FME Desktop et de FME Server aujourd'hui. Donc, il y a plusieurs choses. Il y a plus que 5 points à mentionner, mais moi, j'ai voulu retirer un peu les points clés afin de vous les transmettre. Donc, du côté de Desktop, selon moi, on a un des outils phares au final qui voit le jour en 2022. C'est l'outil qui vous permet de comparer des workspaces entre eux et de les fusionner. Donc, on va revenir plus en détail sur ce concept, mais ça fait partie d'un des changements majeurs dont bénéficie la version 2022. On a aussi des nouvelles façons d'interagir avec les bases de données via des fonctionnalités qu'on appelle Upsert. Donc, vous connaissez les outils d'insertion, les Insert, vous connaissez les outils de modification ou de mise à jour, les Updates, et aussi ceux qui vous permettent de supprimer des enregistrements dans des bases de données. Mais maintenant, on a une nouvelle fonctionnalité, Upsert. Je ne veux pas rentrer dans les détails, je vous laisse le soin de penser à cela parce qu'on va en parler un peu plus tard dans la présentation. Ensuite, niveau desktop, la dernière chose à mentionner, c'est que le log file, le fichier de journal où toutes les transactions des processus sont mentionnées, s'est vu un peu relooké. Donc, on a une nouvelle interface et ce log file devient un peu plus interactif. Encore une fois, on va faire la démonstration pour voir concrètement quelles sont les nouveautés. Maintenant, d'un point de vue FME Server, donc on a 2 principales améliorations qui ont été identifiées. Donc, la première, c'est l'option qui nous permet d'identifier un peu les utilisateurs qui utilisent les fameuses FME Server applications, les serveurs app, comme on les appelle. Donc, avant, c'était un petit peu une boîte noire, c'est-à-dire qu'on créait des applications pour nos utilisateurs, ils les utilisaient ou ils les utilisaient pas, et on ne pouvait pas vraiment traquer, on ne pouvait pas vraiment suivre l'utilisation, qui utilise, quelle personne, de quel département, etc. Donc maintenant, c'est une information dont vous allez avoir accès et vous pourrez ensuite tirer avantage de cette information pour suivre votre serveur, etc. Deuxième point, on parle là de métriques pour analyser les ressources et tirer meilleure partie de vos engins. Donc, petit cours de terminologie, les engins dans FME Server, on parle vraiment des ressources machines qui vont exécuter vos tâches. Donc, ces fameux engins, des fois, on les surcharge ou ils sont en sous-charge. Donc, des fois, c'est un petit peu difficile d'évaluer à quel point on utilise et on maximise l'utilisation de nos engines. Maintenant, vous allez voir qu'avec la version 2022, vous aurez des petits outils analytiques pour analyser tout cela. Et tous ces 5 points, au final, sont aussi, comme j'ai dit, ne sont pas les seuls parce que, en plus d'avoir des processus plus efficaces, FME va vous donner un éventail de possibilités accrues. Donc, vous allez voir, il y a des options sur des transformers qui n'étaient pas présentes avant, qui le sont maintenant, etc. Donc, sans plus tarder, FME Desktop 2022. Donc, ces nouveaux atouts. Donc, ici, on va commencer par introduire vraiment l'interface. Qu'est-ce qui a changé au niveau de l'interface? La page d'accueil, le fichier de journal, le log file, aussi les outils pour comparer et fusionner les workspaces. Donc, sans plus tarder, on va passer à la première modification majeure au niveau de l'interface. Donc, on parle ici de la page d'accueil. Désolé,
petite gorgée d'eau. Donc, la page d'accueil s'est vue un petit peu relookée. Donc, on a certaines options qui n'étaient pas présentes avant, qui le sont maintenant, donc telles que l'option pour télécharger directement un workspace à partir de FME Server, pour ouvrir des workspaces à partir des templates, les fameux fichiers avec l'extension FMWT. Donc ça, c'était des options qui n'étaient pas présentes. On a aussi plus d'options pour ouvrir des workspaces récents. On a des outils de recherche, etc. Donc ça, ce sont les principales améliorations, ou du moins la principale refonte de la page d'accueil. Ne vous inquiétez pas, tout à l'heure, on va ouvrir FME, puis comme je vous l'ai dit, on va rentrer un petit peu dans les détails visuels. On va faire une démonstration. L'autre option, nouvelle en 2022, c'est celle qui vous permet de comparer et de fusionner des workspaces. Donc, vous voyez ici sur cette petite image qu'on a deux workspaces, un en haut, un en bas, et on va avoir des informations sur la droite qui vont nous renseigner sur qu'est-ce qui a été ajouté entre deux versions, qu'est-ce qui a été modifié, qu'est-ce qui a été supprimé. Donc, pour certains d'entre vous qui travaillent en équipe, vous avez certainement vu dans le passé qu'il est des fois difficile de collaborer sur un seul et même workspace. Parce que quelqu'un va travailler sur une partie du workspace, quelqu'un d'autre sur une autre, et à la fin, difficile de rassembler toute cette information ensemble, de fusionner tout cela. Donc, avec cette nouvelle option, avec ce nouvel outil, ça va être plus facile que jamais de maintenir vos workspaces, de pouvoir travailler de façon collaborative, sans pour autant risquer de perdre la donnée ou de perdre des versions. Donc, je peux vous donner un autre exemple aussi qui vous mettrait peut-être en contexte. Celui où vous auriez par exemple des workspaces qui sont en production dans un environnement d'FME Server, donc des workspaces entre guillemets officiels, et dont vous voudriez peut-être faire l'optimisation, vous voudriez les changer. Donc avec cet outil, on pourrait travailler à partir de la version officielle, rajouter des changements, des optimisations, des nouvelles fonctionnalités dans les workspaces, et ensuite, en toute quiétude, pouvoir les fusionner à la base officielle. Donc vous verrez que cet outil est assez complet et qui nous offre beaucoup de nouvelles façons d'aborder notre travail en équipe. Maintenant, au niveau du log, donc ce fameux fichier journal, vous verrez que en fait, vous êtes habitué à l'utiliser dans les versions précédentes avec ce paquet de textes, des fois un peu illisible, où on est obligé de se balader, de faire des recherches à l'intérieur du log pour trouver l'information qui nous intéresse. Maintenant, vous allez voir que sans avoir tout changé, la compagnie Safe Software a offert plus d'interactivité. Donc ici, on a un visuel qui a été amélioré. On a aussi des petits boutons ici, vous le voyez, qui sont surlignés en bleu et qui vont vous permettre tout simplement de cliquer pour être redirigé dans le workspace à l'endroit où de l'information est mentionnée. Donc ici, si je clique sur le testeur, FME va me ramener au niveau de l'emplacement du testeur au sein du workspace. Donc, ça va être plus facile pour identifier quels transformers sont problématiques, où est-ce qu'ils se situent, etc. Donc, en bref, une interaction améliorée, un visuel revisité et une navigation aussi un peu améliorée. Donc maintenant, je vous donne des informations, les log files, les outils de comparaison, tout ça, mais je suis certain que ça vous intéresserait de voir une démonstration. Donc, je vais aller chercher FME 2022. Donc ici, c'est la version FME Desktop de 2022. Donc quand on l'ouvre, vous allez avoir un espace comme celui qui est présenté actuellement. Donc sans tout changer, vous voyez qu'il y a des nouvelles options comme le bouton pour télécharger des données à partir de FME Server qui est directement ici. Bien entendu, certains d'entre vous pourront me dire « oui, mais avant, on l'avait ici aussi ». Je suis d'accord. Au final, c'est juste une question de design et d'expérience utilisateur. Maintenant, c'est beaucoup plus accessible, c'est en face de nos yeux et il est plus évident pour nous de vouloir cliquer ici. On a aussi cette nouvelle option qui n'était pas présente avant, donc ouvrir un workspace à partir d'un template. Donc, c'est ces fameux fichiers FMWT, comme je l'ai mentionné précédemment, donc, qui peuvent contenir l'information du cache, qui peuvent contenir déjà des liens vers des données qui sont stockées dans des répertoires temporaires. Donc, bref, ça pour vous dire que ce bouton-là vous permettra d'accéder facilement à vos templates. Et ensuite, la barre en fait, l'emplacement où on peut ouvrir des workspaces qui sont récents, c'est vu un petit peu prendre. En fait, cet emplacement-là a pris plus d'espace sur la page d'accueil. Donc, on voit qu'avant, on avait la possibilité, je crois, d'ouvrir
d'avoir accès à 10 workspaces récents, ou 10 ou 15, quelque chose comme ça. Maintenant, on voit que la liste est allongée. On est plus proche de 30, 40 workspaces récents que l'on peut ouvrir directement ici. Puis, on a aussi cette petite barre de recherche qui nous permet de, par exemple, chercher un workspace qui commence par AGOL, l'acronyme de ArcGIS Online. Donc, ici, on voit tous nos workspaces qui commencent par ce nom-là. Donc, sans plus tarder, maintenant, je vais ouvrir un workspace. Donc, on va ouvrir celui-ci, ce petit workspace, juste pour vous mettre, au parfum. C'est un workspace qui a été créé par moi et mon équipe afin de faire une preuve de concept. Bon, en fait, c'était dans le cadre d'une conférence pour automatiser des informations de ArcGIS Online, de Survey 123 pour être exact, directement dans FME. Donc, on remplissait un formulaire dans Survey 123 et dès qu'on soumettait l'information du formulaire, une information était envoyée à FME Server, donc un webhook, pour utiliser les termes techniques, et à l'intérieur de ce webhook se contient un fichier JSON qui contient toute l'information du formulaire, que ce soit les attributs, les commentaires, les pièces jointes, etc. Donc, ce workspace-là est la première partie d'une série d'automatisation qui permet d'extraire la donnée et d'aller le mettre dans un FTP ou un serveur OneDrive ou un serveur externe, finalement. Donc, étant donné que ce workspace-là, il a été bâti, a été conçu pour être utilisé sur le serveur, je ne vais pas pouvoir vous faire la démonstration, puis ce n'est pas encore une fois l'objet du webinaire. Ce que je vais juste pouvoir faire, c'est rouler la première partie du workspace. Donc ici, je clique sur Run. Donc on vient juste rouler cette partie-là. Pourquoi je fais ça? C'est juste pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble le log maintenant. Donc vous voyez qu'on a cet esprit de tableau. Et on va avoir des liens. Donc ici, on peut cliquer sur Creator et ça va nous emmener directement à l'emplacement du Creator. Ici, pareil pour le Feature Writer, etc. Donc l'objet, je le rappelle, l'objet n'est pas de débugger ce workspace ou ni même de l'analyser de fond en comble. Donc je voulais juste vous montrer un petit peu à quoi ressemble le nouveau log. Donc maintenant, je suis sûr que vous êtes comment dire, impatient de voir ces outils de comparaison. Donc, c'est ce qu'on va regarder ensemble. Donc, vous voyez que sur la barre de droite, on a une nouvelle interface qui nous permet de comparer et de fusionner des workspaces. Donc, par défaut, il n'est pas ici. Mais cependant, si j'aurais voulu l'ajouter, j'aurais pu aller dans View, Windows, et ajouter le Workspace Compare and Merge. Quand je l'ajoute, j'ai accès à cette nouvelle boîte de dialogue et je peux aller sélectionner un workspace avec lequel je veux comparer celui que j'ai à l'écran en ce moment. Donc ici, vous voyez que je travaille avec Survey 123 to FME version 2, V2. Donc je vais aller sélectionner un autre workspace à partir de ce petit bouton. Je vais prendre la version 3 maintenant. Donc je sélectionne, je l'ouvre et maintenant vous voyez que on a accès à l'information de notre workspace version 2 en haut et de notre workspace version 3 en bas. Vous verrez aussi que sur la barre de droite, on a 3 catégories. Donc, on a les changements, en fait, on a les ajouts, les modifications et les suppressions. Donc, la version 3, par rapport à la version 2, a bénéficié de 5 ajouts. Donc, si on est curieux, on peut cliquer sur ce petit bouton et on voit qu'on a ici des lignes qui ont été ajoutées. Donc, je peux cliquer dessus et ils vont me dire que là, on parle de cette ligne. Donc, cette ligne a été ajoutée, et c'est vrai, car on voit que dans la version 3, on a une ligne qui n'était pas présente dans la version 2. En fait, c'est une ligne qui va qui va inscrire de l'information dans le journal, dans le cas où quelque chose serait rejeté par le premier transformer. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, on pourrait regarder de la même façon le logger, etc. Donc, au-delà de ce qui a été ajouté, on peut voir que certaines choses ont elles aussi été modifiées. Donc, c'est des choses qui sont présentes dans les deux versions, mais qui n'ont pas forcément les mêmes paramètres ou pas forcément la même structure. Donc, si on regarde le premier, on peut voir que dans le writer, celui qui nous permet d'écrire de la donnée dans la version 2, possède 2 attributs, un qui s'appelle Path Survey Result et un Path Photo. On voit que dans la version 3, on a Path Survey et Path Photo. Donc, on voit que le nom des attributs n'est pas exactement le même. Donc, c'est un premier indice sur qu'est-ce qui a été modifié. Maintenant, je vais par exemple aller voir le HTTP Caller, donc un transformer qui nous permet d'envoyer des requêtes API ou de faire des requêtes HTTP. Donc on voit que celui-ci aussi a été modifié, mais ici, visuellement, comme ça, je ne pourrais pas voir qu'est-ce qui a été modifié. Donc c'est pour ça qu'on a accès maintenant à ce petit bouton, ce petit engrenage avec le chiffre 2
et cela nous informe sur le fait qu'il y a eu 2 changements. Donc, on peut cliquer dessus. Et là, on a une nouvelle interface graphique qui vous comparera la version 2 à gauche à la version 3 à droite. Donc, c'est peut-être pas évident pour vous de le voir car c'est du jaune sur du noir. Le thème foncé ne va pas vous faciliter les choses. Mais je peux vous dire que ici, par exemple, l'URL qui nous permet de faire la requête d'API, il y a attachment photo qui est au singulier et ici on voit attachment photo ou photo, on lui a rajouté un S. On a juste changé le nom d'un attribut et ça aurait peut-être pas été évident de le voir sans cet outil, mais maintenant qu'on a cet outil de comparaison, ben, on peut voir tout de suite en un clin d'œil que ça a été changé à tel emplacement et on peut voir exactement qu'est-ce qui a changé. Pareil ici, on voit, en fait c'est la même raison, c'est des noms d'attributs qui changent. Mais donc on voit qu'il y a eu 2 changements et on les voit de façon assez intuitive ici. Donc, maintenant, la dernière catégorie, qu'est-ce qui a été enlevé? Donc vous voyez qu'ici on avait un attribute renamer, pour ceux d'entre vous qui sont familiers avec ce transformer, il nous permet juste de renommer un attribut. Et on voit en fait qu'il a été supprimé. Donc ici on voit qu'il est présent dans la version 2, mais qu'il ne l'est pas, il est en rouge dans la version 3. Vous aurez compris qu'ici, on a changé le nom des attributs directement à l'intérieur du writer. Donc, c'est peut-être la raison pour laquelle on a voulu supprimer ce transformer. Donc ici, on pourrait juste le voir. Et puis, on voit aussi qu'il y a des connexions qui ont été supprimées. Donc, la connexion ici et la connexion là ont été supprimées. Maintenant, là, on a comparé les workspaces. Et je vous ai vendu un outil de comparaison et de fusion. Donc, peut-être juste avant d'aller faire la fusion, je vais juste vous montrer une dernière petite chose qui peut être intéressante. C'est que par défaut, FME va vous montrer tous les changements, que ce soit des ajouts, des modifications ou des suppressions. Par contre, il y a des choses qui sont plus ou moins pertinentes des fois. Par exemple, des lignes de connexion, on ne voudrait pas forcément les voir dans la catégorie des ajouts. Donc, on a ici ce petit bouton qui nous permet de filtrer ce qu'on veut voir apparaître comme étant des changements. Donc ici, par exemple, les connexions, les lignes de connexion, on pourrait les désélectionner. Et ici, on voit que maintenant, dans notre barre de ce qui a été ajouté, on a toujours l'information qu'il y a 5 éléments, mais par contre, on ne voit plus les lignes. On voit seulement les transformers, en l'occurrence. Donc, ça vous permettra un petit peu de naviguer et de comparer de façon optimale vos workspaces. Donc, maintenant, on va rester ici, en fait. Puis vous allez voir que je vais sélectionner mes 2 lignes qui, ici, à ce niveau, se connectent au logger. Je vais sélectionner mes 2 lignes et je vais sélectionner aussi les loggers. Et je vais admettre que ces changements-là, je veux les intégrer à ma version officielle qui est ma version 2. Donc, je les ai en premier lieu sélectionnés. Puis ensuite, je vais cliquer sur le petit bouton Merge. FME va me demander si je suis certain de vouloir faire ce changement. Moi, je l'ai validé. Je suis assez confiant. Donc, je vais pouvoir cliquer sur Oui. Et vous allez voir maintenant qu'on n'a plus 5 ajouts, mais on en a seulement un parce qu'on a ajouté les loggers avec ces connexions. Donc, on a fusionné techniquement nos workspaces. On pourrait faire exactement la même chose pour ce qui a été supprimé ou modifié. Donc, je vous laisserai jouer un petit peu par vous-même avec ces nouvelles fonctionnalités, mais voilà un peu pour ce qui est de l'outil de comparaison et de fusion. Si par exemple, si par mégarde j'avais fait une erreur, ici on a toujours l'option de revenir en arrière, soit avec les raccourcis CTRL-Z, ou on peut aussi utiliser bien sûr le petit bouton Undo ici, qui nous permet de revenir en arrière. Donc ici on voit que je viens de réenlever mes loggers et on voit que les changements sont remontés les ajouts sont remontés à 5. Donc voilà un petit peu le portrait de ce qui a changé au niveau de l'interface, au niveau des outils, du design, etc. de FME. Donc, je vais revenir à mon PowerPoint, si cela vous convient. Un instant. Et voilà. Donc, la démo étant faite, je vous ai vendu une voiture de rallye, etc. Donc, maintenant, on va devoir parler de performance. Donc, ici, on va parler de performance tant sur les transformers, sur le temps de traitement, tant sur les connecteurs qui nous permettent d'écrire des geodatabases, des choses comme ça. Donc, vous allez voir que plusieurs aspects de la performance ont été grandement améliorés dans cette nouvelle version de FME. Donc ici, une petite question que je trouvais assez drôle, c'est qu'est-ce qui n'a pas de roue mais qui roule plus vite que FME 2021? Ben, sans aucun doute, vous l'avez compris que c'est FME 2022, bien sûr. Donc ici, on a un petit tableau qui ne présente pas vraiment toutes les améliorations d'un point de vue performance, mais ça va présenter les améliorations majeures.
Donc, on voit par exemple que le le test filter aussi vont être jusqu'à 2 fois plus rapides. On voit que tous les outils de découpage, tels que le clipper, vont être améliorés, dépendamment des circonstances, de 2 à 40 fois plus rapides. Le tiler, qui nous permet de faire des tuilages, va lui aussi avoir une amélioration drastique. Puis ensuite, tout ce qui est opération bulk mode, donc excusez-moi du terme, mais c'est le terme technique, ces opérations au final qui sont des opérations en batch, entre guillemets. Donc ici, tout ce qui a trait aux filtres, aux opérations sur des groupes, aux opérations d'échantillonnage, aux créations de larges géométries, ben ça se voit aussi grandement amélioré en termes de performance. Juste pour être un peu plus précis sur le concept de bulk mode, en fait, c'est considérer ce concept comme une façon pour le logiciel de traiter la donnée en arrière-plan. Donc, le bulk mode, ça va être une nouvelle façon pour FME de restructurer la donnée en fonction de différentes règles du schéma, etc., afin de pouvoir procéder à des filtres, des group by, etc., sur des ensembles de données et non pas sur des éléments uniques. Donc, en ayant revisité la façon de traiter en arrière-plan ces données, la FME est capable d'aller chercher beaucoup plus de performance et de réduire de façon drastique le temps de traitement. Donc, soyez cependant rassurés, vous n'avez pas à interagir avec cet outil bulk mode. Comme je l'ai dit, c'est vraiment quelque chose qui se passe en arrière-scène, donc on ne doit pas s'en soucier. Enfin, le dernier petit nouveau, c'est le Solid Dissolver. Donc, vous connaissez le Dissolver qui nous permet de faire des opérations d'union en 2 dimensions. Mais ici, on a un Solid Dissolver, donc vous comprenez qu'on parle maintenant de 3D, de géométrie tridimensionnelle. Donc, c'est un nouveau transformer, on va en reparler plus tard, qui existe, mais en fait, avant, on avait déjà une solution alternative. Donc, en fait, l'élément de comparaison est versus l'alternative. Donc, avant, on avait un transformer qui provenait de la communauté FME, qui était plus ou moins optimal. Maintenant, il a été revisité et amélioré encore. Donc, voilà pour ce qui est des principaux transformers, ou du moins catégories de transformers. Maintenant, si on fait un petit focus sur les geodatabases, on voit qu'elles ont eu aussi un petit traitement de faveur dans cette nouvelle version de 2022, parce qu'il y a eu une amélioration drastique sur certaines cibles des connecteurs, tant sur la lecture que sur l'écriture des geodatabases. Donc ici, on voit que l'écriture de données raster, dans un contexte spécifique, pouvait prendre 15 minutes avant et que maintenant, pourrait en prendre 30 secondes. Je ne vous dis pas que vous serez capable d'écrire des données raster sur l'ensemble du Québec en 30 secondes. Ce n'est pas mon point. Ici, il faut juste prendre cette information du point de vue relatif. Quelque chose qui prenait 15 minutes avant va en prendre 30 secondes maintenant. Pareil pour tout ce qui est gestion des versions avec les SDE. Si on veut supprimer des versions, on a aussi une amélioration, une réduction drastique du temps. Et pareil pour tout ce qui a trait à la lecture d'agrégats avec des FGDB, des File Geodatabases. Donc ici, on voit un temps de traitement quasiment réduit de 10. On passe de 45 secondes à 4 secondes. Donc normalement, vous devriez voir avec toutes ces améliorations vraiment des temps de traitement qui sont diminués lorsque vous utiliserez FME 2022. Dernière petite chose sur ce contexte de performance, je ne sais pas si vous avez eu le temps de mijoter l'information par rapport au Upsert, mais au final, c'est une nouvelle fonctionnalité qui va vous permettre d'interagir avec une base de données de 2 façons différentes. Le Upsert va vous permettre de modifier une donnée dans la base de données si cette donnée-là existe déjà. Et si ce n'est pas le cas, si c'est une nouvelle donnée, au lieu de faire une modification, il va faire une insertion. Donc avant, on était capable de reproduire ces schémas, mais c'était beaucoup plus complexe. On avait besoin de faire des jointures pour voir si les enregistrements existaient déjà ou non. Et en fonction des résultats, on décidait de faire une insertion ou une modification. Maintenant, tout est beaucoup plus intuitif et rapide, dans le sens où vous pouvez utiliser par exemple le transformer qui s'appelle Change Detector pour identifier les changements, puis ensuite juste mettre le code à Upsert pour faire une insertion ou une modification en fonction des scénarios. Donc tout cela, ça va vous permettre de simplifier vos processus de mise à jour de base de données et aussi de réduire la complexité globale de vos processus. Donc aussi, en fait, c'est mentionné ici, ça va vous permettre de synchroniser et de gérer vos données en temps quasi réel. Tout ça parce qu'au final, c'est beaucoup plus rapide d'interagir avec cet outil Upsert qu'avec les méthodes qu'on avait avant. Donc, le fait qu'on réduise le temps de traitement, ça permet de processer, de traiter la donnée en temps quasi réel.
Donc voilà. Néanmoins, petite chose à mentionner ici, c'est que le support dans la version 2022 inclut seulement les bases de données suivantes, PostgreSQL, SQLite, etc. Mais soyez sereins, FME a d'ores et déjà annoncé que dans les nouvelles versions qui vont sortir durant l'été, il y aura d'autres formats qui seront pris en charge et qui intégreront cette nouvelle façon de communiquer avec les bases de données. Donc, maintenant, petit zoom sur les transformers. Donc, on a parlé de l'interface, on a parlé de la performance, mais il y a aussi des transformers qui se sont vus retravailler. Donc, le premier de la liste, ça va être le Esri Reprojector. Donc, vous le connaissez sans doute si vous avez besoin de travailler avec des coordonnées et des systèmes de projection. Donc, pour faire tout ce qui est reprojection, c'en est un qui est assez utilisé. Cependant, dans les anciennes versions, nous n'avions pas l'option pour faire des reprojections verticales. Donc, les arpenteurs et les gens qui travaillent dans tout le monde de la géodésie d'entre vous vont être contents de pouvoir maintenant gérer l'aspect vertical d'un système de coordonnées. Donc, vous pourrez reprojeter ici, vous voyez, avec l'option verticale ajoutée. Donc, vous spécifierez les paramètres de reprojection, puis cela pourra être fait avec la version 2022. Petite note aussi que ici, on utilise avec ce nouveau transformer la nouvelle librairie de projection de Esri et qu'on a une panoplie de paramètres qui ont été revisités. Maintenant, toujours dans le contexte de ce Esri Reprojector, on n'avait pas l'option avant de travailler avec les époques. Donc encore une fois, c'est dans des cas très spécifiques. Des fois, on va vouloir utiliser des époques pour positionner des systèmes de coordonnées dans le temps. Donc vous verrez ici que vous pourrez spécifier l'époque du système de coordonnées que vous utilisez. Donc j'ai rajouté le fait qu'il ne s'agit plus maintenant de savoir où est-ce que quelque chose se trouve, mais aussi à quel moment et quand cette chose-là se trouve dans l'espace. Le dernier petit de la liste, en ce qui a trait au transformer, c'est, comme je vous l'ai mentionné plus tôt, le Solid Dissolver. Donc ici, avant, c'était le transformer de la communauté, du FME Hub. Donc vous voyez, c'était un transformer relativement complexe qui devait faire des filtres au niveau de la géométrie, des opérations d'agrégation, puis ensuite des opérations de découpage avec des clippers. Donc c'était un processus assez gourmand, qui était certes fonctionnel, mais qui était très coûteux en termes de ressources machines et en termes de temps de traitement. Donc maintenant, étant donné que ce transformer venant de la communauté avait quand même une certaine popularité, Safe Software a décidé de juste de l'embarquer dans sa galerie de transformers officiels, entre guillemets. Donc, au lieu de vous batailler avec ce patatras de connexion et de transformers, maintenant, vous avez juste à cliquer sur le Solid Dissolver, spécifier les paramètres qui vous intéressent, et vous serez capable de faire des opérations de dissolve avec des géométries tridimensionnelles. Donc ça aussi, encore un gros point positif pour ceux d'entre vous qui travaillent avec la 3D. Donc maintenant, comme je vous l'avais mentionné, c'était le dernier de la liste, donc on va parler un peu plus de FME Server. Maintenant, qu'est-ce qui a été amélioré, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce nouvel FME Server? Bien entendu, tout ce dont on a mentionné avant, que ce soit l'aspect performance, les transformers, etc., c'est aussi des améliorations qui touchent de près ou de loin à FME Server. Vous comprendrez qu'une amélioration en termes de temps de traitement, oui, ça a un bénéfice sur FME Desktop, mais ça a encore un impact encore plus grand sur FME Server, car ça va réduire la congestion de vos engines sur votre serveur, etc. Donc, le premier de la liste, c'est, comme je vous l'ai mentionné en introduction, c'est la capacité maintenant de pouvoir traquer, entre guillemets, l'identité des utilisateurs qui utilisent vos FME Server App. Donc, vous aurez maintenant l'information dans l'onglet Job de qui a roulé la job, à quelle heure, etc. Donc, en fonction de ces données-là, vous pourrez ensuite vous créer des rapports, vous pourrez créer des processus qui vont analyser à quel point une application est utilisée. Vous pourrez suivre le nombre d'utilisateurs et puis ça vous permettra aussi de pouvoir voir qu'est-ce que les gens utilisent, pourquoi ils les utilisent, et aussi de mettre votre focus et toute votre énergie sur ce qui est essentiel à votre compagnie, ce qui est les processus qui sont critiques, qui sont utilisés par un bon nombre de gens, etc. Puis d'une autre partie, vous pourriez aussi peut-être constater, grâce à ces outils, que certaines applications ne sont tout simplement pas utilisées. Donc, dans ces cas-là, vous pourrez peut-être faire un audit de pourquoi ces applications ne sont pas utilisées, afin soit de les améliorer, ou soit simplement de les délaisser parce que le besoin n'est pas là dans le fond. Donc, ça, c'était la première chose.
deuxième petite amélioration au niveau de FME Server, c'est au niveau des outils analytiques. Donc, certains d'entre vous connaîtront les dashboards qui sont présents depuis, si je ne dis pas de bêtises, depuis la version 2020 d'FME Server. Maintenant, vous aurez un onglet qui s'appelle Server Analytics, donc qui va vous permettre de voir la surcharge de votre serveur, pas en temps réel, mais avec un graphique qui vous permet de dire, OK, bon, ben, le 2 mai, à midi, il y avait 3 jobs qui roulaient à l'heure. Le 3 mai, à telle heure, il y avait tant de jobs qui roulaient à l'heure. Donc, vous avez plusieurs intervalles sur lesquels vous pouvez analyser la charge de votre serveur. Donc, ça va vous permettre de gagner en contrôle, mais aussi d'identifier un petit peu est-ce qu'il y a des pics d'utilisation sur une semaine sur mon serveur. Si oui, s'il y a des pics, de comprendre pourquoi il y a ces pics. Est-ce que c'est simplement une mauvaise gestion des cédules? Est-ce que quelqu'un a voulu mettre trop de tâches le mardi à 8h30? C'est peut-être tout simplement ça la raison. Donc, ça vous permettra de dispatcher au mieux les processus qui roulent sur votre serveur et de cette façon-là, d'optimiser tous vos processus. Donc, ici, je vais aussi passer à une petite démonstration. Donc, ça ne devra pas être très, très long. C'est une première question, Théo. Oui, au niveau de l'option de désactiver le expose des attribute managers, est-ce qu'elle est étudiée ou disponible? Alors, l'option, je vais regarder la question. Est-ce que l'option de désactiver les exposes... je ne suis pas sûr de comprendre exactement le sens de la question, Dominique. Est-ce que vous pouvez peut-être clarifier? Ou sinon, peut-être la préciser peut-être la préciser, puis à ce moment-là, toi, vas-y avec ta seconde démo, puis on pourra y revenir par la suite. C'est exactement ce que j'allais proposer. Donc, si Dominique, tu peux juste peut-être clarifier un petit peu le sens de la question, puis à la fin, on pourra prendre le temps d'y répondre. Donc, on parlait d'FME Server, et je voulais vous faire un peu la démonstration des outils analytiques. Donc ici, j'ai une machine, donc on est sur FME Cloud. D'ailleurs, on va faire une petite parenthèse sur FME Cloud juste après, mais ici, c'est la page de mon instance, de ma machine, avec le lien d'accès. Donc, je vais accéder à mon FME Server. C'est un FME Server que j'ai utilisé juste pour certains tests d'une présentation. Donc, il n'y a pas extrêmement de données analytiques sur ce serveur. Il y a juste certains pics d'utilisation, et puis c'est ce que je vais vouloir vous montrer. Donc, vous voyez ici que Server Analytics, c'est une nouvelle section dont on n'avait pas accès avant. Donc, lorsqu'on clique dessus, on peut sélectionner, par exemple, un jour. Donc ici, je pourrais sélectionner, disons, le 2 mai, entre, disons, 8h et 16h. Donc ici, je vais cliquer sur le 2 mai, 16h. OK. Et là, je vois au final l'utilisation de mon serveur durant la journée du 2 mai, à un intervalle de 30 minutes. Donc ici, je vois que j'avais 4 jobs par heure à 9h. À 11h, j'en avais 18 par heure. Ici, j'en avais 39 par heure. Donc, on voit que le matin, j'ai du mal à me mettre en mode travail. On voit que je suis plus efficace à 14h si on regarde mes tests sur ce serveur. Mais blague à part, donc vous verrez ici qu'on a accès à des informations analytiques qui nous permettent de voir à quels sont les pics d'utilisation de nos serveurs. Puis vous verrez aussi qu'en bas, on a un diagramme, une plage de temps qui est élargie. Donc on voit qu'il y a vraiment eu un pic le 2 mai, il y en a eu un petit aussi le 28 avril, et qu'avant, c'est un serveur qui était plus ou moins utilisé. Donc ici, vous pourrez sélectionner à quelle fréquence vous voulez afficher votre donnée. Est-ce que c'est aux 10 minutes, aux 30 minutes, aux heures, aux jours, aux mois, aux semaines, aux années. Donc vous pourrez jouer avec ça pour essayer de comprendre un petit peu comment maximiser les ressources et mieux, entre guillemets, dispatcher les processus tout au long d'une journée ou d'une semaine. Donc, c'en était tout pour ce qui est de la démo pour FME Server. Donc, je vais revenir à mon PowerPoint. Donc, comme je vous l'avais dit ici... Oui, peut-être pendant que tu reviens, il y a une petite question aussi qui était liée avec le Upsert que tu as parlé tantôt. Est-ce que ça gère aussi la suppression d'entités? Non, alors le Upsert est vraiment pour les insertions ou les modifications. En fait, en général, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire par exemple un change detector, puis on va avoir de l'information sur ce qui a été ajouté, modifié ou supprimé. Les choses qui ont été ajoutées ou modifiées, on pourrait leur donner le code Upsert pour interagir avec la base de données. Par contre, ce qui a été supprimé,
mais on va devoir faire une connexion directe avec la base de données, avec l'information qu'on veut faire un delete. Et donc, ça doit être géré indépendamment. Donc, pour répondre à la question, la réponse est simplement non, ça ne gère pas la suppression. Puis, non, je ne vois pas se passer, donc ta réponse a dû satisfaire certaines personnes. Dominique aussi a précisé sa question. Peut-être plus facile pour toi d'aller directement la lire que moi qui te la lise verbalement. Alors, lorsqu'on supprime un attribut dans un workbench, il réapparaît dans le attribute manager suivant. Il faut donc le supprimer dans tous les attribute manager subséquents. Techniquement, en fait, ce comportement n'est pas censé arriver dans le sens où une fois qu'on a supprimé quelque chose, que ce soit avec un attribute manager, que ce soit directement dans un writer, on n'est pas censé l'avoir après, dans la suite des processus. On pourra peut-être faire la petite démo juste à la fin, mais ce n'est pas un comportement qui devrait arriver. Donc, Dominique, si tu as des enjeux par rapport à ça, peut-être juste nous écrire en privé, parce que ne devrait pas être un comportement qui arrive, si je comprends bien le sens de la question. Puis si moi je comprends bien ta réponse, Théo, c'est un cas de support.gis@consortec.com. Exactement. Qui est notre boîte de support technique là, pour les gens comme Dominique qui ont accès au support. En fait, qui sont clients chez nous. Donc, automatiquement, ils ont accès au support. Je vois que Dominique a répondu parfait, donc on pourra en discuter à l'ombre des regards. Donc, une fois que cette démonstration est terminée, donc comme je vous l'avais dit, un petit clin d'œil à FME Cloud. Donc, c'est pas forcément l'outil qui est le plus utilisé aujourd'hui. Par contre, ça a aussi eu quelques petits changements, notamment en termes d'expérience utilisateur et aussi en termes de pages d'accueil, de design, etc. Donc maintenant, au lieu de créer une machine, au lieu d'avoir plusieurs pages pour pouvoir créer une machine, tout se déroule sur un emplacement unique. On a aussi des pages d'aperçu pour nos instances. On est capable, en fait, je pense que je vais revenir ici. Dans mon FME Cloud, on a des informations ici sur l'instance, donc sur la machine, donc combien de CPU j'utilise, combien de mémoire vive, où est-ce qu'est localisé mon serveur, est-ce que j'ai des adresses IP dynamiques, etc. Donc bref, toutes les informations de l'instance sont au sein d'une seule page. Et on a aussi des nouveautés au niveau du tableau de bord qui est maintenant centralisé dans un seul onglet ici, Dashboard. Donc, tout en restant dans le thème de FME Cloud, je vais te demander, François, on a un petit sondage pour vous. Absolument. Notre utilisation de FME Cloud, donc je te laisse aller, François. Absolument. Donc, vous devriez voir justement là, la question. Puis dans le fond, on est très curieux de savoir si vous utilisez FME Cloud ou si vous le considérez, comme Théo a mentionné au tout début du webinaire, nous, en tout cas, il n'y a pas beaucoup de clients qu'on connaît qui l'utilisent. Il y en a quand même quelques-uns. Mais clairement, avoir à date les réponses, ce que l'on observe, ça semble, je dirais, s'avérer. Donc, on n'a aucune personne qui l'utilise et à date, on a 4 personnes sur 45 qui considèrent l'utiliser. Je vais encore donner peut-être une dizaine de secondes pour terminer. Okay, donc, je vais vous partager le résultat. Est-ce que vous le voyez, Théo? Je ne sais pas, étant donné que je suis... OK, toi, tu ne le vois pas? Okay. Ouais, non, je vois le résultat, mais peut-être pas comme les participants. OK, ben j'imagine que vous devez le voir. Je vois un peu ce qui vient de passer, donc c'est bon. Fait que dans le fond, c'était juste un petit sondage pour, dans le fond, qui confirme pas mal qu'est-ce que nous, on voit à date là, des gens qui interagissent avec nous. Donc, très peu de gens l'utilisent. Il y a quand même 6 personnes qui considèrent l'utiliser. Si jamais, justement, vous voulez avoir des avis, challenger des idées ou quoi que ce soit, bien, vous pouvez toujours communiquer avec nous. Là. On supporte quand même quelques clients qui l'utilisent. Puis tu peux revenir à ta présentation, Théo, sur ça. Oui, mais je vais juste vouloir rebondir un tout petit peu sur les résultats. C'est certain qu'on s'attendait à peu près, comme François l'a dit, à cette répartition. Mais moi, je serais curieux de faire la même question d'ici 1 année, 2 années, parce qu'on voit vraiment une tendance à l'utilisation de FME Cloud dans certains cas spécifiques, dans le cas où on veut connecter des applications entre elles et on veut se départir de la gestion du serveur sur des ressources physiques au sein d'un réseau. Donc, c'est quand même quelque chose qui tend à se démocratiser. Donc, je serais curieux de refaire le même sondage pour le World Tour de 2023 ou 2024. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à rajouter. Maintenant, je vais passer sur la petite section des bonus. Donc, vous verrez en fait que
C'est juste des petites informations qui pourraient peut-être satisfaire certains d'entre vous. Donc, on a accès à de nouveaux formats. Donc, les plus connus d'entre eux, ou du moins ceux qui vous mettraient le plus la plus à l'oreille, ce serait Unfolded Studio, produit d'analytique géospatiale qui vous permet de visualiser des données. Donc là, vous avez un nouveau reader et un nouveau writer pour interagir avec ces données-là. Vous avez aussi un nouveau reader qui permet de prendre en charge les OGC CSW. C'est des catalogues de données XML de produits. C'est des catalogues XML de données géospatiales qui sont avec les standards OGC. Donc, vous avez un reader pour accéder à cela. Vous avez aussi l'option maintenant d'utiliser des backgrounds de Precisely Map. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui pourrait peut-être en ravir certains. Et puis, certains autres formats qui sont plus ou moins, en fait, qui sont très spécifiques. Là, on parle de formats d'animation, on parle de formats matriciels qui sont utilisés par la NASA, etc. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de COG, True Vision, etc. Mais si ces mots vous font écho, sachez que maintenant, vous avez des capacités au sein d'FME 2022 pour interagir avec ces données-là. Dernière petite section que j'ai appelée « Bon à savoir ». Donc, pour ceux et celles d'entre vous qui communiquent avec des bases de données spatial light, avant, on avait la version du reader et writer GDAL et FDO. Maintenant, en fait, tout a été centralisé dans un unique format. Donc, on est toujours capable d'interagir avec de la donnée spatiale ou non spatiale. Ça ne change pas. C'est juste les reader et writer qui ont été centralisés. Aussi, très, très important de mentionner que c'est la fin du support des versions FME en 32 bits. Donc, si vous tournez encore sur ces plateformes-là et que vous pensez à faire une migration dans un avenir proche, ayez cela à l'esprit, car maintenant FME a décidé d'arrêter le support pour ces versions-là. Même affaire pour ce qui a trait au Python. Donc, si vous avez des Python 2.7, 32 bits, etc., ça va, il n'y aura plus de support. Donc, pensez progressivement à migrer et à convertir vos codes au fur et à mesure, afin de vous faciliter vos prochaines migrations. Chose qui est intéressante, je pense que ça va ravir certains d'entre vous. Avant, nous n'avions seulement que des readers 32 bits pour les géodatabases personnels, les fameux MDB. Donc maintenant, on a un reader 64 bits, donc vous allez pouvoir lire et interagir avec ces géodatabases personnels avec la fameuse 2022. Par contre, je ne veux pas vous donner trop d'attentes. Il va falloir répondre à certaines considérations spécifiques. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la documentation. Sachez que ça existe, mais il va falloir un petit peu creuser pour voir à quel point c'est utile pour vous. On a aussi un accès aux données SICAN qui a été amélioré, donc cette plateforme de diffusion et de stockage de données open source. On a des améliorations au niveau des transformers ainsi que des reader-writer pour les données SICAN. On a des améliorations au niveau de la sécurité avec maintenant la prise en charge du support pour les protocoles SAML 2.0, donc ces protocoles basés sur le XML qui permettent de communiquer de l'information entre des domaines de sécurité via des tokens. Donc, avant, nous avions la Windows Active Directory, on avait Azure Active Directory, etc. Maintenant, on peut aussi procéder à des authentifications avec ce nouveau protocole. Et dernière petite chose pour ceux et celles d'entre vous qui sont fervents de données libres de droit, vous sachez que FME est maintenant certifié OGC, donc certifié Open Geospatial Consortium. Donc voilà pour les bons à savoir. Je pense que ça va faire, il est 11h54, on a un petit sondage encore une fois à vous envoyer, puis ensuite on pourra passer aux petites questions. Donc je te laisse la main ici, François, pour partir le sondage. En fait, on veut juste vous sonder sur quelles sont les améliorations que vous avez préférées. Vas-y. Assez simple, ça vous donne le temps. Ça vous donne le temps pendant que vous remplissez le sondage, s'il y a des questions que vous souhaitez poser à Théo. J'ai vu qu'il y avait une personne qui avait levé la main, là, si c'était possible d'écrire peut-être la question dans la portion questions et réponses. Oh, là, puis je pense que j'ai été voir, j'ai terminé. Est-ce que j'ai terminé le sondage? Je crois que oui. Il y a encore des gens qui votent. Donc, je vais partager le résultat. Sans trop de surprise. Sans trop de surprise, la comparaison puis la fusion des workspaces, clairement. Puis il y a le volet aussi, comme tu disais, Théo, de la voiture de rallye, donc la performance.
Exact. Honnêtement, moi aussi, je suis vraiment pas surpris. J'en parlais avec des collègues pas plus tard que ce matin, et on se disait que nos cœurs penchaient entre l'aspect performance et l'aspect comparaison fusion. Donc, je suis vraiment pas étonné de voir cette répartition des votes. Et puis, je ne vois pas de nouvelles questions dans le chat. Donc, à ce moment-là, on va pouvoir conclure. De toute façon, nous, on est toujours disponible aussi, là, soit, comme je disais tantôt, là, au support.gis à consortec.com ou tout simplement communiquer soit avec votre conseiller attitré si vous en avez un, ou sinon avec moi-même aussi. Puis, ben, j'aime toujours aussi, là, pour terminer, là, mentionner, là, je vais dire ma phrase fétiche. En tant que consultant en géomatique, on est toujours aussi bon que notre client qui est le plus avancé. Donc, si vous voulez valider des idées, si vous voulez justement valider des idées, des idées de projet, ben, challengez-nous, ça va nous faire un plaisir au moins de vous orienter sur ce qu'on voit ailleurs ou sur ce qu'on pense qui est possible d'être fait. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter et à nous challenger. Je ne sais pas, Théo, si toi, tu as un mot de la fin avant qu'on termine. Comme tu l'as très bien résumé, je n'ai pas vu non plus de nouvelles questions, donc je passerai à la slide de remerciements. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à ce webinaire. On ne vous retiendra pas plus longtemps sur l'heure du dîner. J'espère que vous avez apprécié, puis j'espère que les nouveautés 2022 vous satisferont. Vous satisferont et puis au plaisir de probablement se revoir en personne en 2023. Bonne journée tout le monde. Exact. Bonne journée tout le monde.